Bonjour Olivier Braic. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avant de parler des projets de développement du CHM et de la santé à Mayotte, il me semble être important de faire un petit point sur la situation du Covid à Mayotte. Je crois que les nouvelles ne sont pas florissantes. Effectivement, et merci beaucoup pour votre invitation. Comme vous le savez, globalement au niveau national, on assiste à une 7e vague épidémique liée au Covid. Sur Mayotte, on va dire depuis le mois de février-mars, les indicateurs étaient bons, puisque globalement, on oscillait entre un taux d'incidence, vous savez, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants, entre 20 et 30 peu ou prou. Donc on avait vraiment un plateau, et là, depuis une semaine, on constate très nettement, j'allais dire, une hausse des indicateurs, puisqu'on a un doublement, quasiment un doublement des indicateurs, que ce soit donc le taux d'incidence qui a dépassé, c'est ça qui est important, qui a dépassé le seuil d'alerte qui est de 50, et le taux de positivité aussi augmente. Donc tous les indicateurs nous montrent que voilà, on a une reprise épidémique sur l'île, donc il faut être extrêmement vigilant. Alors ça a quoi comme conséquence à la fois pour le système de santé? Est-ce qu'il faut craindre, comme il y a un an avec le variant Delta ou pas? Et est-ce qu'on doit s'attendre à des décisions difficiles? Alors effectivement, il faut être très vigilant sur l'offre de soins et notamment sur le CHM. Très concrètement, on n'assistera pas à une vague Delta telle qu'on l'a connue il y a un an et demi. Pour deux raisons. Un, on sait beaucoup mieux prendre en charge ce type de maladie. Et deuxièmement, et on en reparlera après, on a quand même une bonne partie de la population qui est vaccinée. Donc le risque de forme grave est quand même inférieur, même si on a un sujet de vaccination qu'on abordera par la suite. Après, en termes de mesures, on reste évidemment sur l'angle des recommandations. Et donc, sur la question des recommandations, pour moi, j'ai deux messages à faire passer. Un, continuer à appliquer les fameux gestes barrières. Donc plus, parce qu'on le voit hein, dans la société, on a à nouveau une dérive. On ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main, on reste dans le petit coup de poing. Check. Voilà, on se check avec le poing. On essaye de mettre son masque comme vous le faites. Donc effectivement, le plus important, c'est vraiment quand on est dans des lieux clos avec du monde, il faut, dans la mesure du possible, porter un masque. Et raison pour laquelle nous, à l'Agence régionale de santé, depuis hier, j'ai remis en place la recommandation du port du masque. C'est vraiment ça. Quand on est plusieurs dans un lieu clos, il faut vraiment recommander le port du masque tel que je le fais aujourd'hui. Alors, on le sait, Olivier Braic, c'est une période où les étudiants rentrent pour passer l'été avec leur famille. C'est aussi le moment où la famille qui est en métropole vient passer ses propres vacances ici. Donc, c'est la période aussi des mariages. Tout est propice à se tripoter, à être proche des gens qu'on aime et donc à favoriser la circulation du virus. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc effectivement, il y a plusieurs points. L'autre point en complément des gestes de barrière, c'est que dès lors qu'on a le moindre symptôme, on se fait tester. Vous voyez, moi hier, je commençais à être un peu enrhumé, je me suis fait tester. Donc c'est la raison pour laquelle on va remettre la mise à disposition gratuite d'autotests à l'arrivée aux aéroports. Ouais. Effectivement, vous l'avez bien dit, en juillet et août, il va y avoir la reprise des Manzaraka. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir à la mise à disposition dans les communes d'autotests qui pourraient être déployés dans les Manzaraka. Pour le dire autrement, on ne va pas évidemment arrêter notre vie sociale. Hein. Elle est reprise depuis un certain nombre de temps et il faut qu'on continue. En revanche, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et je redis, hein, port du masque en lieu clos, on continue les gestes barrières, on se lave les mains régulièrement et puis au moindre doute, on se fait dépister. Alors, autre sujet, depuis le début de la semaine, alors la polémique est partie de la presse réunionnaise. Il aurait été question de faire partir des futures mamans depuis Mayotte pour aller accoucher à La Réunion parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de personnel pendant l'été à Mayotte pour faire face aux besoins. Hier, très vite, le CHM a éteint l'incendie. Qu'en est-il, Olivier Braic, de cette histoire ?
Donc, comme vous le savez, au niveau national, il y a de très fortes tensions hospitalières qui ne sont pas spécifiques à Mayotte, hein, que ce soit sur la maternité ou sur les services d'urgence. Et c'est vrai que sur la question de la maternité, c'est un sujet qu'on avait bien anticipé avec le directeur général du CHM, Jean-Mathieu Defour, parce qu'effectivement, au CHM, on a des difficultés pour recruter des sages-femmes et puis aussi à les pérenniser. Donc on avait établi comme ça, sans rentrer trop dans les détails techniques, un dispositif de réorganisation du CHM pour maintenir ces prises en charge. Donc il n'est absolument pas question d'évassaner, comme on dit, hein, de faire des évacuations sanitaires de femmes enceintes vers la Réunion. En revanche, j'ai demandé au niveau national un renfort en termes de sages-femmes, ce qu'on appelle la réserve sanitaire. Et donc, il y a 15 sages-femmes qui sont venues en renfort auprès des maternités de l'hôpital. Alors, on le sait, les réservistes, c'est 15 jours. Donc, on a cette réserve sanitaire avec cette rotation de 15 jours. Qui va durer combien de temps? Qui va durer le temps, le temps nécessaire. Il faut bien avoir en tête que Mayotte est, est bien loti en termes d'appui de l'Union nationale, parce qu'il y a une vraie tension au niveau national sur les ressources humaines et notamment sur les sages-femmes. Et on fait partie des très rares départements français à disposer de cet appui national. Alors justement, vous parliez de tension à la maternité, tension aux urgences, tension peut-être dans d'autres services, et vous avez récemment mis au point une espèce de cellule spécifique avec des procédures pour attirer et rendre Mayotte attractive pour le personnel de santé. Comment on fait pour rendre Mayotte attractive pour le personnel de santé? Alors premièrement, il faut arrêter le Mayotte bashing et je vais dire ce que j'appelle aussi le CHM bashing. Il y a plein de choses qui sont en cours de réalisation sur Mayotte et il faut que ça se sache. Et donc d'où, effectivement, vous l'avez évoqué, donc j'ai réuni la semaine dernière le CIMEPS, c'est un acronyme un peu barbare, qui a réuni autour de la table, je veux dire, toutes les forces vives du Mayotte pour qu'on réfléchisse ensemble à toutes les mesures et toutes les actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre pour attirer des professionnels de santé à la fois pour le CHM, mais aussi pour le secteur libéral. Donc, nous, côté ARS, on a, je veux dire, notre feuille de route, on en parlera peut-être après sur la question de l'exercice coordonné notamment, mais là, l'idée, c'était avec le conseil départemental, avec la préfecture, avec les associations, comment je veux dire, renforcer cette attractivité. Pour moi, il y a plusieurs angles. Il y a faire connaître Mayotte et son offre de soins. Il y a un vrai sujet de communication au niveau national de Mayotte et de tous les attraits qu'a Mayotte. Donc on a un vrai sujet de communication au niveau national et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai rencontré le directeur de la maison de Mayotte à Paris pour qu'on réfléchisse ensemble sur quels sont les différents leviers. Il faut qu'on aille plus dans les congrès de médecins, de paramédicaux pour faire connaître Mayotte, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on facilite aussi l'installation des professionnels de manière très concrète, hein, en termes de logement, de voitures, etc., etc. Donc l'idée, c'est de mettre en place, ça fait partie des idées qui sont stables, de mettre en place un guichet unique pour que voilà, le professionnel, quand il arrive, cette cellule puisse faciliter cette installation. Et puis je pense aussi qu'on a un travail qu'on va réaliser avec les collectivités locales en fin d'année pour engager un travail de planification avec les maires pour que les maires puissent nous faciliter l'identification de locaux pour l'installation dans des cabinets libéraux. Et puis nous, côté ARS, je pense qu'il faut qu'on soit très proactif pour aller chercher les médecins et les paramédicaux en métropole pour les faire venir sur Mayotte. Alors dans l'information que vous avez transmise sur le sujet, vous misiez, si je puis dire, deux types de populations, à la fois les jeunes diplômés, avec l'ambition de les garder 5 ans, en expliquant que voilà, aujourd'hui un jeune de 22 ou 23 ans, lui demander de s'engager pour plus de 5 ans, c'est juste pas possible. Ça, c'est pour l'hôpital. Et puis pour le libéral, de miser sur des professionnels qui ont plus de 50 ans, c'est-à-dire des personnes dont les enfants n'auront pas à venir faire leurs études ici, justement pour les convaincre que Mayotte est attractif. Pourquoi ces personnes-là? Vous avez très bien résumé effectivement le sujet parce que
ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en amont de ce comité intersectoriel, on avait réalisé une grande enquête auprès de l'ensemble des professionnels de santé de Mayotte. Et c'est vraiment ces deux axes qui se dessinaient. Et donc, il faut vraiment qu'on mise sur les jeunes diplômés pour qu'ils puissent s'engager sur une période de 5 ans. Enfin, il faut être assez réaliste. On ne va pas leur demander de s'engager sur 20 ans. Mais déjà, avec un jeune au sens large. Mais déjà, entre les 3 mois, parce que beaucoup de professionnels de santé, notamment hospitaliers, font des périodes de 3 mois qui sont beaucoup trop courtes, notamment pour s'engager dans des projets médicaux, etc., etc. Donc, il faut qu'on puisse allonger cette période. Et effectivement, j'envisageais sur une période de 5 ans. Et puis on voit bien que dans l'autre branche, les plus de 50 ans, c'est eux qui sont le plus à même à rester longtemps sur l'île, et plutôt dans le secteur effectivement libéral. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de chasseurs de tête, parce que on aura un vrai travail de chasseur de tête. On va s'engager un peu sur ces deux orientations. Alors, autre sujet et qui rend l'attractivité extrêmement importante, c'est à la fois l'extension du CHM ici à Mamoudzou, c'est aussi la construction du nouvel hôpital à Combani, mais c'est aussi l'ouverture de la clinique à Bandrélé, les maisons de santé, la CSSM en inaugure une ce soir dans le nord de Mamoudzou. L'offre de soins se développe. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années, Olivier Brahic? Donc effectivement, l'offre de soins se développe et il y a deux axes. Il y a l'hospitalier et l'hospitalier et le libéral. Comme vous l'avez dit, sur l'hospitalier, premièrement, et ça a déjà commencé notamment par le biais de fonds européens, il y a un certain nombre de projets d'investissement, donc de travaux de restructuration qui sont en cours au niveau du CHM. Ça a commencé... Très bonne photo. Voilà. Ça a commencé déjà au niveau des urgences. Ça va continuer sur la maternité, la néonatologie, parce que, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un service en difficulté. Donc on va améliorer la prise en charge des parturientes, et on va aussi surtout améliorer la qualité, j'allais dire, de travail des hospitaliers. Dans la semaine prochaine, je me rends à Paris avec le directeur général de l'hôpital pour défendre le dossier du CHM, pour continuer ces travaux sur le périmètre de l'hôpital de Mamoudzou. Et effectivement, il faut aussi qu'on se projette et qu'il faut qu'on anticipe au regard notamment de l'évolution démographique de l'île, avec la création du second site à Combani, dont les premiers travaux, enfin le premier coup de pioche, comme on dit, vont avoir lieu en 2025. Et en complément, il va y avoir une offre hospitalière privée qui va avoir lieu sur l'île, avec 2 cliniques qui vont s'installer, une clinique médico-chirurgicale à Chirangui, et puis une autre clinique, ce qu'on appelle de soins de suite et de réadaptation, qui va, alors pour le coup, le terrain est en cours de réflexion, qui va s'installer autour dans le sud de l'île. Donc là, on est vraiment sur de l'offre de soins hospitalière, et notamment aussi avec la réflexion en cours sur la mise en place de nouvelles filières de prise en charge, et j'ai notamment en tête la cardiologie, qui est extrêmement importante et pour lequel, et on en a discuté il n'y a pas plus tard qu'hier avec Jean-Mathieu Defour, il faut vraiment que la cardiologie en renforce cette filière de soins sur Mayotte, au regard notamment du taux très élevé que l'on a d'hypertendu, de diabète, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça, c'était sur la partie hospitalière. Et ensuite, on a la partie libérale, pour lequel on est vraiment plus que sous-doté. Enfin, oui. C'est plus que des arts médicales à ce niveau-là, faut être clair. Donc on a un sujet d'attractivité, comme je vous l'ai dit, avec nos partenaires, nos différents partenaires, conseil départemental, préfecture, améliorer l'installation. Et puis nous, on a un travail aussi côté ARS pour renforcer ce qu'on appelle l'exercice coordonné. L'idée, c'est que le professionnel de santé ne soit pas isolé, j'allais dire, dans son cabinet, mais puisse être entouré d'autres confrères, d'autres secteurs de l'offre de soins, pour engager une vraie dynamique de parcours de soins du patient. Donc on a un vrai sujet de renforcer ce qu'on appelle donc l'exercice coordonné. Vous l'avez évoqué, les maisons de santé pluriprofessionnelles font typiquement partie de ces axes d'attractivité des professionnels de santé sur l'île. Alors, pendant la période de confinement, ça a commencé à Mayotte, mais plus largement partout en métropole.
la téléconsultation, est-ce que ça marche à Mayotte? Est-ce que ça donne la possibilité de pouvoir, tout en habitant ici, avoir des consultations avec des spécialistes qui ne sont pas présents à Mayotte? Où on en est de cet axe de développement? C'est un enjeu clé. Comme vous le savez, là, on est en train de réfléchir sur ce qu'on appelle le projet régional de santé de Mayotte. Ça va être le premier projet régional de santé qui sera, j'allais dire, dédié à Mayotte. Donc 100% là, Mayotte. 100% Mayotte, un plan 100% en mahorais. Et la télémédecine, la téléconsultation, pour moi, ça va être vraiment mon cheval de bataille parce que c'est vraiment ça qui va permettre de renforcer l'accès aux soins. Vous savez qu'on a des indicateurs qui sont très mauvais. J'ai évoqué cette étude-là au mois de mars dernier. On a quasiment près de la moitié de la population qui n'ont pas accès à l'offre de soins ou qui ne se rendent pas vers le médecin. Donc il faut vraiment qu'on renforce l'accès aux soins. Et pour moi, la téléconsultation va être majeur. Et l'idée, c'est, le schéma qu'on est en train de réfléchir, c'est effectivement disposer sur l'île d'un certain nombre de cabines de téléconsultation dans lesquelles il y aurait soit des aides-soignants, soit des infirmiers, et puis après, en aval, un médecin qui fait cette téléconsultation. Pour moi, c'est un enjeu clé parce qu'il faut se dire des choses franchement. On ne va pas avoir des centaines de médecins généralistes qui vont arriver dans les 3 ans qui arrivent. On va tout faire pour, mais on n'aura pas encore le chiffre suffisant. Donc il faut vraiment qu'on déploie à la fois la téléconsultation pour, on va dire, la prise en charge de premier recours, et puis aussi, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi ce qu'on appelle la téléexpertise. Donc l'idée, c'est que quand on n'a pas une filière de soins sur Mayotte, qu'on puisse faire appel un expert, que ce soit à La Réunion ou en métropole, sur un certain nombre de filières. Et donc ça, on va vraiment le renforcer. Le conseil départemental a fait un effort énorme sur le numérique parce qu'il faut dire que les réseaux et les fibres suivent. Donc ça, c'est un très beau projet qu'on mène en lien avec le conseil départemental. Et donc là, dans le cadre du PRS, c'est vraiment un axe très fort de développement et d'accès aux soins. Merci beaucoup, Olivier Brahic. C'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore 1000 questions. Je reviendrai prochain. Super. Invitation entendue et je la renouvellerai très vite. Merci. Merci beaucoup. On continue notre matinale. C'est la fin de ce temps de parole.